Bonjour, je suis Monsieur Doukali Hassan, j'ai été directeur général de société, la SARL. Je vais maintenant parler d'un document concernant le droit des sociétés, surtout le droit de la SARL ou la société anonyme à ressources limitées. Je vais maintenant parler de cette SARL que j'ai dirigée pendant plus de 5 ans et que malheureusement, voyant que je n'ai pas pu avoir gain de cause à être payé normalement par la voie qui a été que j'ai essayé d'entamer suivant les procédures de paiement, de vente de fichiers informatiques sur l'Internet et que la chose n'ayant pas abouti, ayant obtenu la traçabilité du paiement de la société, ayant vu que je ne pouvais pas être payé à un certain moment, nous avons dû, ou plutôt j'ai dû radier ma mère et moi-même, qui était mon associé, la société, et dont les parts étaient de 60% pour moi et 40% pour ma mère. Je vais maintenant parler de la SARL selon le droit et d'une façon juridique. Alors, je vais m'inspirer de Légis+, qui est un livre concernant le droit des sociétés et qui parle de, par exemple, du Dahir numéro 1 97 49 du 5 Chouel 1417, ce qui correspond au 13 février 1997 et portant promulgation de la loi 596 sur la société en nom collectif, la société en commandité simple, la société en commandité par action, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Alors, louange à Dieu seul, grand sceau de Sa Majesté Hassan II, concernant que l'on sache par les présentes, puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur, que notre Majesté chérifienne, vu la Constitution, notamment son article 26, a décidé ce qui suit. Et promulgué sera publié au bulletin officiel à la suite du présent Dahir, la loi numéro 596 sur la société en nom collectif, la société en commandité simple, la société en commandité par action, et la société à responsabilité limitée et la société en participation adoptée par la Chambre des représentants le 27 Cha'ban 1417, ce qui correspond au 7 janvier 1997. Cela a été fait à Rabat le 6 Chouel 1417, ce qui est correspondant au 13 février 1997. Pour contresigne le Premier ministre, M. Abdeltef Filali, et la loi numéro 596 sur la société en nom collectif, la société en commandité simple, la société en commandité par action, la société à responsabilité limitée et la société en participation. Alors le titre premier, selon les dispositions générales, sont comme suit. Dans l'article 1er, la société en nom collectif, la société en commandité simple, la société en commandité par action et la société à responsabilité limitée, c'est dont il s'agit ici, et la société par participation, alors sont régis par la présente loi et par les dispositions du Dahir du 9 Ramadan 1331, ce qui est correspondant au 12 août 1913, et formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la dite loi. Alors, les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138 et 222 à 229, des articles 337 à 348, des articles 361 à 372 de la loi numéro 17.95 et relative aux sociétés anonymes, s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres. Selon l'article 2, maintenant, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés visées au titre 2, 3 et 4 de la présente loi et n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre de commerce. La transformation régulière de la société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Alors, sont commerciales les sociétés en participation dont l'objet est commercial. Donc, maintenant, nous allons parler d'autre chose, ce que l'on appelle, selon le titre 2 de cet ouvrage, de la société en nom collectif. Alors, l'article 3 stipule que la société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera considérée comme vaine si dans les 8 jours qui la suivent, la société n'a pas payé ses dettes ou constitué des garanties. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée. Selon maintenant l'article 4, concernant la société en nom collectif, la société en nom collectif est désignée par dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société en nom collectif. Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre de commerce, doivent figurer dans les actes, les lettres, les factures, les annonces, les publications ou d'autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. Toute personne qui accepte en connaissance de cause que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci dans les mêmes conditions applicables aux associés. L'article 5 maintenant stipule que les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiqués. Premièrement, les prénoms, noms et domicile de chacun des associés, ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénominations, la forme et le siège. Deuxièmement, la constitution en forme de société en nom collectif, l'objet de la société, la dénomination sociale, le siège social, sixièmement, le montant du capital social, septièmement, l'apport de chaque associé, et s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée. Huitièmement, le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé. Neuvièmement, la durée pour laquelle la société a été constituée. Dixièmement, le prénom, le nom, le domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant. Onzièmement, le greffe du tribunal ou des statuts seront déposés. Douzièmement, la signature de tous les associés. L'article 6, maintenant, l'article 6, c'est que tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. L'article 7 maintenant, dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Maintenant, toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorité
à l'autorisation préalable des associés. Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés. L'article 8. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis, contrairement à la loi ou au statut de la société. L'article 9. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite si la réunion d'une assemblée générale n'est pas demandée par l'un des associés. L'article 10 maintenant. Selon l'article 10, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établi par les gérants sont soumis à l'approbation de l'Assemblée des associés dans le délai de 6 mois à compter de la clôture du dit exercice. À cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés 15 jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, prévue à l'alinéa précédent. Pendant le délai de 15 jours qui précède l'Assemblée, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition des associés. Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion. Les prénoms et noms des associés présents, des rapports présentés à la discussion et un résumé des débats ainsi que les projets de résolution soumises au vote et le résultat du vote. Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent. Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent article peut être annulée. Toute déclaration prise en violation des dispositions du présent article peut être annulée. Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'Assemblée générale. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. L'article 11. Les associés non gérants ont le droit 2 fois par an de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l'aide d'un conseiller. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 12. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Toutefois, sont tenus de désigner un commissaire au moins les sociétés dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice social dépasse le montant de 50 millions de dirhams hors taxes. Même si le seuil indiqué à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président du tribunal, statuant en référé. Article 13. Les dispositions de la loi numéro 1795 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilité à leur pouvoir, à leurs obligations, à leurs responsabilités, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci. Article 14. Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d'experts désignés par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l'unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut par une décision des associés prise à la majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Article 15. Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 16. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 195 du Dahir, précité formant code des obligations et contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'une copie de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n'est pas opposable au tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce. Article 17. La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les associés survivants. Ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou si ceux-ci l'autorisent par disposition testamentaire. Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a partiellement droit à cette valeur s'il a été stipulé que pour devenir associé, il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé. Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués. Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès, à dire d'experts désignés par le président du tribunal statuant en référé. En cas de continuation, et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. En outre, la société doit être transformée dans le délai d'1 an à compter du décès en société en commanditaire dont le mineur devient commanditaire. À défaut, elle est dissoute sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai. Article 18. Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire qu'arrêtant un plan de cession totale, ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée à dire d'experts désignés par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite. La société est également dissoute en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts. Titre 3 de la société en commandité. Article 19. Il existe deux sortes de sociétés en commandité. La société en commandité simple et la société en commandité par action. Chapitre 1er de la société en commandité simple. L'article 20 dit que la société en commandité simple est constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires. Les associés commandités ont le statut des associés en non collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. Article 21. Les dispositions relatives aux sociétés en non collectif sont applicables aux sociétés en commandité simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre. Article 22. La société en commandité simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandité simple ». L'article 23.
Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société doivent contenir, premièrement, la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social. Deuxièmement, la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation. Article 24. Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires. Article 23. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. Article 26. Les associés commanditaires ont le droit à toute époque de prendre connaissance pour les 3 derniers exercices des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit. L'article 27. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler premièrement, que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés. Deuxièmement, que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Troisièmement, qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au deuxième ci-dessus. Article 28. Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société. Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites. Article 29. La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai d'1 an, à compter du décès. À défaut, la société est dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai. Article 30. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute. À moins que s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à la majorité requise
pour la modification des statuts. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi sont applicables. Chapitre 2 de la société en commandité par action. L'article 31 explique que la société en commandité par action, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Le nombre d'associés commanditaires ne peut être inférieur à 3. La société en commandité par action est désignée par une dénomination où le nom d'un de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention « société en commandité par action ». Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandité simple et les dispositions de la loi numéro 1795 relative aux sociétés anonymes, à l'exception de celles qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux sociétés en commandité par action. L'article 32. Là où les premiers gérants sont désignés par les statuts, ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes. Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités. Le gérant associé ou non est révoqué dans les conditions prévues par les statuts. En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 33. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de 3 actionnaires au moins. À peine de nullité de sa nomination, un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. À défaut de dispositions statutaires, les règles concernant la désignation et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables. Article 34. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article 13 sont applicables sous réserve des règles propres à la société en commandité par action. Article 35. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des dispositions des 2 derniers alinéas de l'article 7 de la présente loi. Dans les rapports entre les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclues de la seule publication des statuts suffisent à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant, qui résultent du présent article, sont inopposables aux tiers. Les gérants détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article 1, au présent article, c'est-à-dire l'article 35, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme. L'article 36 concernant la SARL. Toute autre rémunération que celle prévue au statut ne peut être allouée au gérant que par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord
des commandités données à l'unanimité, sauf clause statutaire contraire. L'article 37. Selon l'article 37, le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Il fait à l'Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un rapport dans lequel il porte notamment un jugement sur la gestion de la société et révèle le cas échéant les irrégularités et inexactitudes qu'il a pu relever dans les états de synthèse de l'exercice. Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci. Il peut convoquer l'Assemblée générale des actionnaires. L'article 38. Les dispositions de la loi numéro 1795 sur les sociétés anonymes relatives aux conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes d'administration, de direction ou de gestion sont applicables aux conventions conclues directement ou par personne interposée entre une société en commandité par action et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance. Elles sont également applicables aux conventions conclu entre une telle société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise. L'autorisation de ces conventions est donnée par le conseil de surveillance. Or, la participation du membre de ce conseil, qui est éventuellement en cause, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leur engagement envers des tiers. La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au 2e degré, inclusivement des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée. Article 39. La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités. Les modifications des statuts résultant d'une augmentation du capital est constatée par les gérants. L'article 40. Les dispositions de la loi numéro 1795 sur les sociétés anonymes relatives aux actions de garantie et à la responsabilité des fondateurs sont applicables aux gérants de la société en commandité par action et aux membres de son conseil de surveillance. Article 41. Les dispositions de la loi numéro 1795 sur les sociétés anonymes relatives à la responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion pour faute commise dans l'exercice de leur mandat sont applicables aux gérants. Article 42. Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'Assemblée générale des actionnaires. Ils sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Article 43. Les transformations de la société en commandité par action en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, avec l'accord des 2/3 des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum. Titre 4 de la société à responsabilité limitée, chapitre 1er, des dispositions générales d'une SARL. Alors, l'article 44. La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Les sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée. Lorsque la société, contrairement aux dispositions de l'article 982 du Dahir formant code des obligations et contrats, ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée associé unique. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés par les dispositions du présent titre. L'article 42. La société désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société à responsabilité limitée ou des initiales SARL ou société à responsabilité limitée d'associés uniques. Les indications prévues à l'alinéa précédent, ainsi que l'énonciation de montant du capital social, du siège social ou du numéro d'immatriculation au registre de commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers. L'article 46, selon le Dahir numéro 1139 du 3 juin 2011. Le capital de la société à responsabilité limitée est librement fixé par les associés dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale. L'article 47. Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à 50 si la société vient à comprendre plus de 5e associé, elle doit, dans le délai de 2 ans, être transformée en société anonyme. À défaut, elle est dissoute, à moins que pendant le dit délai, le membre des associés n'atteigne le nombre autorisé légalement. L'article 48. En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, la société continue. Article 49. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne. En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue en première instance, sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Chapitre 2 de la Constitution d'une SARL. Selon l'article 50, tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou pour mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiqués. Premièrement, les prénoms, nom, domicile ou le cas échéant, s'il s'agit de personnes morales, les dénominations, la forme et siège de chacun des associés. Deuxièmement, la constitution en forme de SARL. Troisièmement, l'objet social. Quatrièmement, la dénomination sociale. Cinquièmement, le siège social. Sixièmement, le montant du capital social.
Septièmement, l'apport de chaque associé et s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée. Huitièmement, la répartition des parts entre les associés. Neuvièmement, la durée pour laquelle la société a été constituée. Dixièmement, les prénoms, noms, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant. Onzièmement, le greffe du tribunal, où les statuts seront déposés. Douzièmement, la signature de tous les associés. L'article 51. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins le quart de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. Lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai de 5 ans aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale apportée à la société ou créée par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. La quote-part de l'apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites. Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les 8 jours de leur réception par les personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué lorsque le capital social fixé par les associés dépasse 100 000 dirhams. Les dépôts des fonds visés à l'alinéa précédent peuvent être effectués par voie électronique et donne lieu à l'émission par la banque dépositaire d'un certificat sous format écrit ou sous format électronique. Article 52. Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société contre remise d'une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce. Cette attestation peut être délivrée par voie électronique, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Si la société n'est pas constituée dans le délai de 6 mois, à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, sur présentation d'une attestation de non-immatriculation de la société au registre du commerce, soit individuellement, soit par mandataire, les représentants demandent à la banque de retirer le montant de leur apport. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas d'augmentation de capital. Article 53.
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé en vue d'un rapport annexé au statut et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ou à défaut par ordonnance du président du tribunal statuant en référé à la demande de futurs associés le plus diligent. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède pas 100 000 dirhams et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports et ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. Chapitre 3 des parts sociales de la SARL. C'est l'article 54. À peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières. À peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières. Article 55. Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Article 56. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au 2e degré inclusivement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'une des personnes susvisées ou l'héritier ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'il prévoit à peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article 58, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue au dit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 58. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Article 57. En cas de pluralité des cessionnaires visés à l'article précédent, et s'il en résulte un dépassement d'un nombre fixe à l'article 47, leurs parts ne constituent que des parts détenues par une seule personne à l'égard de la société. Ces cessionnaires devront être représentés par l'un d'eux devant la société, à moins que leur part ne soit cédée à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à des tiers, dans la limite fixée au dit article 47. L'article 58. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les 3/4 des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les conditions énumérées dans les articles 37, 39 et 39 du Code de procédure civile, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaître
son droit de revendication dans le délai de 30 jours à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de 30 jours à compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé, comme il est dit à l'article 14. Toute clause contraire est réputée non écrite. À la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé sans que cette prolongation puisse excéder 3 mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder 6 mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge des référés. Les sommes dues portent intérêt au taux légal à compter de la date de la décision de l'Assemblée de réduire le capital. Le cas échéant, les dispositions de l'article 46 seront suivies. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, sauf en cas de succession ou de donation à un conjoint, un ascendant ou à un descendant jusqu'au 2e degré. Inclusivement, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 3 et 5 ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins 2 ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 59. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 58, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. L'article 60. Les parts sont librement cessibles entre les associés. Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article 58 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent dans ce cas réduire la majorité ou abréger les délais prévus au dit article. Article 61. La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article 16. Chapitre 4 de la gérance, page 25. Code SARL, social en non collectif, en commandité simple, en commandité par action et en participation, et tribunaux de commerce, texte intégral et texte analytique. La collection Légi+. Merci.